Salut à tous et bon dimanche, on se retrouve ce matin pour un nouveau Swish Brunch. Alors ce matin, Shai est de nouveau en vacances, quel petit chancard. Il se repose de cette longue, beaucoup trop longue saison NBA et prend plein de force pour venir nous rejoindre en WNBA. En attendant, je suis avec Gis et on va pouvoir analyser cette semaine qui vient de s'écouler. Est-ce que ça va, Gis? Bah écoute, nickel, ouais, la forme. La patate, tout va bien, il y a beaucoup de beaux matchs, c'est top quoi. Alors, je propose qu'on repasse directement, parce qu'on a pas mal de petites choses à discuter aujourd'hui, passer directement au classement avec ben, certaines choses qui n'ont pas changé, mais Connecticut toujours en première place avec 13 victoires, mais qui a connu sa deuxième défaite. On va avoir l'occasion d'en reparler aujourd'hui. New York qui du coup les talonne de près avec 14 victoires, 3 défaites. Minnesota qui continue à bien tenir le choc, 13 victoires, 3 défaites. Minnesota qui est sur une très belle dynamique avec une série de 6 victoires. Elles sont en 9-1 sur les 10 derniers matchs. Donc Minnesota qui ne faiblit pas et qui continue à proposer un très beau jeu. Seattle derrière, 9-6, toujours dans les bonnes équipes. Vegas qui redresse la barre, qui passe en 8-6, qui se met un peu à l'abri vraiment dans les équipes au bilan positif et qui remonte à la cinquième place pour venir titiller les équipes de devant, qui est sur une série de 2 victoires, après avoir connu quelques difficultés qu'on a eu l'occasion d'évoquer par le passé. On a ensuite Phoenix en sixième position avec un bilan à l'équilibre, 8 victoires, 8 défaites. Atlanta, 6 victoires, 8 défaites en septième position. Indiana sur une très belle dynamique aussi en 7 victoires, 10 défaites, qui se met dans les places playoffables et qui est sur une série de 4 victoires. Ce qui est d'ailleurs la première fois depuis, j'ai vu passer la Depuis, stat, merde, j'aurais dû la noter. depuis la dernière, Depuis Tamika depuis la Catchings, dernière saison de Tamika Catchings, la saison, je crois que c'est la dernière saison de la finale, ouais, c'est ça. il me semble. Ensuite, on a Chicago qui est en neuvième position avec 5 victoires, 9 défaites. Los Angeles qui est donc à 4 victoires, 13 défaites, qui est sur une série de 6 défaites. On aura l'occasion de parler aussi de la blessure de Cameron Brink. Dallas qui est sur une série dramatique de 10 défaites d'affilée, qui a 3 victoires et 12 défaites, et ensuite Washington en dernière position, mais avec 3 victoires et 13 défaites, et qui donc peut peut-être quitter la lanterne rouge. Par rapport à ce classement, oui, de façon globale, ben, on voit les bonnes formes de New York, de Connecticut, de Minnesota, assez important. Le retour de Vegas, pas mal d'équipes en forme. Bon, Dallas, on en a parlé aussi la semaine passée, toujours la même chose, et une équipe qui est sur une assez mauvaise dynamique. Par contre, ouais, effectivement, Mini tourne bien, quoi. Ouais, bah là on commence à voir sur le classement comment ça se dégage quoi. Je pense qu'il y aura 9 équipes pour les playoffs, tu vois, ça va se battre avec Indiana et Chicago pour la dernière. Il y a quand même il y a quand même un petit trou, hein. Attention Atlanta aussi là quand même qui a perdu Ryan Howard, on ne sait pas pendant combien de temps. Bon, j'ai cru voir que Jordan Canada allait revenir, donc ça va peut-être permettre de remonter un petit peu. Mais je pense que là, ça se dessine un peu. Et puis, bah, Minnesota, comme tu disais, là en haut, c'est impressionnant. Elles tiennent le rythme de New York, hein. Elles sont au même bilan, hein. Elles ont juste joué un match de moins. Et elles seraient même devant, je pense, avec le même bilan, parce que je pense qu'elles ont le tie-breaker. Donc, non, c'est impressionnant. Et puis, ce qui est impressionnant, c'est le côté collectif de cette équipe. On en a parlé un petit peu en off juste avant, mais tout le monde produit, en fait. Et c'est vraiment agréable. Et petit big up aussi au retour de ta compatriote Flo Dorcailluas, qui, depuis qu'il est revenu d'Italie, euh, est passé sur le banc avec la présence d'Alana Smith. Mais alors, par contre, dès qu'elle rentre, les minutes sont toujours impressionnantes. Hier, elle joue encore, je crois, 15 minutes, mais elle va faire 7 points, 3 rebonds, 4 passes. Enfin voilà, c'est avec des bons pourcentages. Elle est toujours très juste dans tout ce qu'elle fait. Et ça aide beaucoup Minnesota qui était quand même un peu en difficulté à l'intérieur sur les premiers matchs où elle n'était pas là. Ouais, exactement.
On a eu l'occasion de parler aussi de Vegas qui va mieux. Bah, c'est peut-être l'occasion de revenir sur le match qui a eu lieu, si je ne me trompe pas, avant-hier entre attendez, entre Vegas et Connecticut. Assez belle rencontre, gagnée de main de maître par Vegas, hein. Je pense que Vegas a mené pratiquement toute la Ouais, rencontre. elles ont mené toute la rencontre. Euh, donc très beau match de Vegas. Ouais, c'est ça, c'était dans la nuit de vendredi à samedi, je pense. C'est ça, ouais. Donc un match gagné 85-74 par Vegas. Et ouais, domination de Vegas, domination offensive, domination défensive aussi. Euh, Connecticut a pas réussi à tenir le choc défensivement, je dirais principalement. Parce que bon, on sait bien que Connecticut n'est pas une équipe qui a l'attaque la plus incroyable de la ligue. Mais là, face à un Vegas, avec le retour de Chelsea Gray, avec toutes les joueuses qui se sont mis en route, avec une Kelsey Plum enfin propre. Enfin, enfin, je dis pas qu'elle a fait aucun match propre depuis le début de la saison, mais elle avait tendance parfois à pas être de la plus grande efficacité. Et là, en fait, tout le monde a contribué. Alors évidemment, il y a Eja Wilson qui rayonne comme jamais. On a peut-être eu pour une fois Jackie Young un peu moins présente que d'habitude, mais peut-être que justement Connecticut a vu la forme qu'elle avait depuis le début de la saison et a essayé de bien la défendre. Et au final, le souci c'est que il y a trop d'armes à Vegas quand tout le monde est en forme et le danger est venu d'ailleurs, quoi. Ouais, bah, de toute façon, pour Connecticut, prendre 85 points, c'est trop pour gagner un match Ouais. aujourd'hui. Donc, on l'a vu contre New York, elles avaient pris aussi un peu plus de 80. Euh, donc, c'est beaucoup trop. À la différence du match contre New York l'autre fois, j'ai trouvé que le Sun a vraiment quand même pas très bien défendu. Elles ont fait des choix assez incompréhensibles. C'est Alyssa Thomas qui a défendu sur Edja Wilson. Elle est trop petite en fait. C'est pas étonnant qu'elle déjà ait dominé. Elle lui a shooté beaucoup sur la tête. J'ai pas compris pourquoi Brianna Jones n'y a pas été, pourquoi Dewana Bonner n'y a pas été par moment, pourquoi elles n'ont pas fait des prises à deux. J'ai eu l'impression que le Sun était un petit peu off. Alors après, faut se méfier aussi parce que on a des grandes coachs sur les bancs et je me demande quand même si de temps en temps il n'y a pas une envie de pas vouloir trop Faire montrer de l'intox, ouais, puis pas pas vouloir donner trop ses montrer cartouches. voilà, ce qu'on veut faire trop tôt. On sait très bien que c'est des équipes qui peuvent se retrouver plus tard. Moi, ça m'a surpris parce que, bon, vous savez à quel point j'apprécie Stephanie White et je trouve qu'elle est incroyable dans ce qu'elle fait. Là, j'ai pas trop compris les couvertures défensives. Et, euh, et quand cette équipe défend pas assez, bah, elle n'a aucune chance contre ce type d'équipe parce que, encore une fois, c'est pas l'attaque du Sun le problème, c'est les joueuses qu'elles ont pour produire cette attaque. Parce que globalement, le Sun, en attaque, ça produit du beau jeu. Ça partage le Ouais, ballon. Le problème, c'est que, tu sais, on en avait parlé un petit peu en off. Bah, Dijonais Carrington, c'est pas Jackie Yang, Tiasha Harris, c'est pas Kelsey Plum. Elles n'ont pas ce talent-là. Même à l'intérieur, Brianna Jones, c'est pas Edja Wilson. Donc, elles sont obligées de compenser collectivement en attaque, mais elles ont moins de talent individuel. Donc, leur force, c'est vraiment la défense. Et si elles encaissent trop de points, bah, ça devient compliqué. Et c'est le petit échange qu'on a eu ensemble sur Twitter de savoir si le Sun, avec une attaque relativement moyenne et une défense hors norme, peut aller au bout. Donc, moi, je pense que c'est peut-être faisable, mais il faut que la défense soit excellente. Et là, la défense, elle a quand même été très, très en dessous de ce qu'elles ont produit depuis le début de la saison, quoi. la plupart du temps, quand une de tes deux, soit ton attaque, soit ta défense est moyenne, si c'est moyen bon, plutôt bon, ça va, mais ceux qui ont vraiment eu une défense moyenne, la plupart du temps, il faut que l'autre côté du terrain soit pas juste élite, pas Il faut juste que ça bon, il soit faut qu'il soit all-time. limite Ouais, c'est ça. all time quoi. C'est ce qu'on a vu avec le Phoenix de Diana Taurasi et de Capi Pondexter, qui avait une défense très mauvaise mais une attaque incroyable. C'est ce qu'on a vu avec Washington en 2019, qui avait une défense plutôt moyenne et qui avait une attaque all-time. Et à l'inverse, il y a d'autres équipes. Le Détroit de Bill Laimbeer était une équipe qui était un peu moyen des deux côtés, mais moyen plus. Voilà. Et donc là, ils avaient une grosse homogénéité quand même. Donc c'était ouais, et puis comme tu l'as bien précisé aussi, ce qu'il y a, c'est que à l'époque, quand tu étais dans les équipes un peu favorites, allez, t'avais quoi? T'avais
deux gros concurrents. Un gros concurrent, deux gros concurrents. La lutte pour le titre, c'est très souvent une lutte à deux têtes ou trois têtes en WNBA, même si on n'arrête pas de répéter que toute la ligue est compétitive, mais réellement des favoris. Voilà, cette année-ci, des favoris, pour moi, il y en a 5, 4, 5, et voire même 6 peut-être même. une équipe comme Phoenix en embuscade, on sait jamais en fait, vu le 5 que c'est. Enfin, donc c'est assez incroyable quoi. Donc fatalement, ça laisse moins de marge aussi pour les équipes qui sont devant et Connecticut effectivement est obligée, elles n'ont pas le choix, elle est obligée de vraiment museler complètement son adversaire en défense pour pouvoir gagner les matchs. Alors, quand c'est face à New York, quand c'est face à Vegas, qui sont des attaques complètement incroyables, où le danger vient vraiment des 5 joueuses sur le terrain, qui sont chacune élite dans leur domaine, ça devient compliqué, Et quoi. dernière petite chose, le Sun ne peut pas exister avec un match comme a fait Dewana Bonheur à 6 points, 2 sur 10 au tir. Tu parlais aussi de la moindre en attaque, mais c'est parce qu'elle s'en est aussi beaucoup occupée. Donc forcément, ça fatigue un peu de défendre aussi fort. Mais là, le Sun a besoin de points de Dewana Bonheur. C'est pas possible enfin, elles peuvent pas envisager battre Vegas ou New York ou Minnesota avec une Dewana Bonheur qui est en travers complètement en attaque, quoi. Elles ont besoin de ces points, quoi. C'est indéniable, quoi. Donc bon, on va Ouais, voir, hein, mais c'est pas forcément inquiétant, mais disons que ça donne quand même les deux défaites du Sun cette année, c'est New York et Vegas, quoi. Voilà. ouais, C'est pas c'est neutre, je ça. pense, quand même. Après, ouais, bon, on verra, on verra. Mais en tout cas, c'était intéressant. Et puis aussi intéressant juste de voir le retour en forme de Vegas, Ouais. qui du coup vient de faire 2 victoires. On les a pas mis en équipe de la semaine parce qu'on a voulu aussi mettre d'autres équipes en avant et puis parce qu'il y a eu que 2 matchs. Donc voilà, mais il y a vraiment un retour en forme de Vegas qui coïncide avec le retour de Chelsea Gray. C'est forcément pas un hasard. Les Mais minutes justement, ça nous partagées et permet de tout ça, quoi. passer à... Ouais, tout à fait. Bah, un peu tout ce qu'on a dit, je pense que c'est dans le live de jeudi Mmh, qu'on a eu l'occasion c'est ça. d'en parler. Vous pouvez aller voir le replay qui est toujours disponible si vous le souhaitez. Non, en équipe de la semaine, on a voulu parler d'une équipe dont on a beaucoup parlé, soit un peu négativement sportivement, soit on en a beaucoup parlé sur tout le battage hors média. Cette fois-ci, on va pouvoir en parler sportivement et positivement. Euh, c'est Indiana qui est sur une très bonne dynamique. Qu'est-ce que ça t'évoque, toi, le parcours d'Indiana cette semaine et même depuis plus largement 5-6 matchs, je dirais. Ouais, on va revenir un peu plus. Donc sur la semaine, elles sont à 3 victoires de suite, hein. Euh, Elles sont donc sur une série de 4 victoires et ce que je regardais juste avant, sur 6 victoires sur les 8 derniers matchs. Donc 75% de win, hein. Quand on voit le début de saison, c'est quand même relativement très bien. Par rapport à l'année dernière où elles avaient gagné un tiers de leur match, là elles sont repassées à 40% de victoire. Moi, honnêtement, c'est ce que j'attendais pour ce type d'équipe, hein. Je les voyais être en progression par rapport à l'année dernière. Quand on garde le même groupe et qu'on ajoute Kathleen Clark, normalement, on doit progresser, c'est indéniable. Et ce que je trouve très positif, c'est qu'elles ont enfin trouvé leur style de jeu. Euh, et un rythme plus lent, un rythme de partage de balles qui est beaucoup plus impressionnant et qui marche évidemment beaucoup mieux. Faut quand même tempérer un peu le calendrier, hein. Elles ont joué des équipes plutôt du bas de tableau. Euh, et les deux équipes Oui. fortes qu'elles ont jouées, c'est-à-dire New York et Connecticut, elles les ont perdues assez largement. Bon, après, encore une fois, pour Indiana, c'est pas grave de perdre contre New York et Connecticut. On leur demande pas de battre cette équipe-là, on leur demande juste de faire du jeu cohérent. Donc ça, c'est Après, positif. sur la dynamique, elles avaient eu un calendrier de Oui, début de saison qui était vraiment hardcore. Donc, au bout d'un moment, c'est logique que ça s'équilibre. Et quand on fait le bilan de tout, ben, on arrive à 7 victoires, 10 défaites après 17 matchs. Donc, Indiana se rapproche déjà petit à petit de la moitié de sa saison. Et en étant à 41% de win. Donc, on savait bien qu'Indiana serait sans doute pas à l'équilibre. Mais là, on est sur un pourcentage de victoire qui est quand même plus conforme à ce qu'on attendait que le début de saison où il y avait péniblement 25-30% de victoire, quoi. ouais, et puis encore une fois, les wins, c'est pas le plus important. Le plus important, c'est une équipe jeune, c'est qu'elle se développe et qu'elle trouve un moyen, un style de jeu. Après, tu peux perdre dans les matchs, je veux dire, c'est pas grave, c'est la WNBA, c'est compétitif, c'est difficile de gagner tes matchs. Mais à partir du moment où c'est cohérent dans le jeu
et que tu progresses. Ce qu'elles avaient fait très bien l'année dernière. L'année dernière, elles n'ont pas gagné énormément de matchs. Je crois qu'elles en gagnent 13. Mais par contre, il y avait une cohérence, il y avait du développement autour de Nalissa Smith, d'Alia Boston. Et là, l'objectif, c'est de trouver l'équilibre entre ces jeunes joueuses, de trouver un style de jeu et de savoir, en fait, à la prochaine free agency, qu'est-ce que tu dois faire sur tes contrats, qu'est-ce que tu dois faire sur tes joueuses, comment tu dois construire ton effectif pour continuer de progresser et d'ici 2-3 ans, jouer régulièrement les playoffs et pourquoi pas d'ici 5 jouer le titre. Donc, c'est ça l'objectif du Fever. Donc, du coup, encore une fois, de perdre, de gagner. Là, elles ont battu Atlanta, elles ont profité sans doute un peu de la blessure de Ryan Howard, de l'absence de Jordan Canada. Très bien, elles battent Atlanta, mais encore une fois, même si elles avaient perdu ce match-là, c'est pas très grave tant qu'il y a de la cohérence dans le jeu. Et là, en ce moment, franchement, c'est très très cohérent, quoi. Ce qui est intéressant, c'est ce que tu disais aussi sur le style et le rythme de jeu. Elles ont trouvé leur style parce que aussi, en fait, quand on dit leur style, parce qu'on peut jouer plein de styles, au Oui, final, ça et ce dépend qui de... marche, Voilà. quoi. Mais elles ont trouvé le style qui leur permet d'impliquer toutes leurs joueuses majeures. Parce qu'en fait, on a vu des matchs où Caitlin Clark rayonnait seule, en fait, elle a fait des cartons limite. Ici, sur les derniers matchs, elle a presque des stats qui sont moins fortes que pour le reste, mais on va avoir l'occasion de parler d'elle juste après. Mais, euh, mais là, elle a moins de stats, mais par contre, elle a un rayonnement plus important, elle a un plus-minus qui est hyper positif, et ça permet aussi d'impliquer Aliyah Boston, qui est normalement ta deuxième tête d'affiche. C'est un numéro 1 de draft de l'année passée. Et Aliyah Boston a même été élue joueuse de la semaine à l'Est la semaine passée de manière complètement méritée. Et c'est dû aussi parce que l'équipe Christy Sides a trouvé une manière de faire en sorte que tout le monde joue. Un point qui est pas neutre, je trouve aussi, c'est ici quand tu regardes les minutes, on se posait la question de le début de saison. C'est Erika Wheeler a pas mal joué avec Caitlin Clark. Mm. Et ici, sur la semaine écoulée, Erika Wheeler est à 18 minutes et Kelsey Mitchell à 33-34. Donc il y a un choix qui a été fait. Euh, C'est elle qui paye un et peu euh, les pots cassés, effectivement, Erika. Mais bon, il fallait de toute ouais, mais en façon. même temps, on ne savait pas mettre les trois, donc il fallait Oui. faire un choix dans un sens ou dans un autre. On donne des minutes aussi à Christy Wallace qui approche des 18 minutes aussi. Ben voilà, c'est Lexi intéressant. Hull qui joue Il y a une plus. hiérarchie qui se met. Pardon? Lexi Hull qui joue plus aussi, qui apporte un profil plus Ouais. défensif. Et, Oui, excuse-moi, pardon. on voit une hiérarchie et des. Non, mais ça complète tout à fait ce que je dis. On voit une hiérarchie et des rôles qui se mettent en place, et donc Indiana fonctionne. Alors, effectivement, le calendrier était plus abordable, mais d'un autre côté, c'est bien de les prendre ces matchs-là, justement, de pouvoir engranger un peu du bilan face aux équipes. Montrer que dans la hiérarchie des équipes de la ligue, voilà, il y a clairement les équipes qui sont en dessous de toi et les équipes qui sont au-dessus de toi. On sait bien que Atlanta, par exemple, l'année passée, c'était assez flagrant aussi. C'est une équipe qui a surtout gagné contre les équipes de bas de tableau, qui n'a quasi jamais gagné contre les favoris. Après, il y aura un cap à passer, mais par contre, Ouais, tu montes mais déjà une première hiérarchie que tu as passé un cap de dire, ok, maintenant, moi, je peux atteindre les playoffs et je peux le faire. Donc, Indiana doit encore confirmer ça, mais en tout cas, la dynamique est bonne. encore une fois, ce qui est important aussi pour Indiana, c'est de montrer à l'ensemble de la ligue que le projet est viable et que ça peut gagner. Et ça, c'est un moyen d'attirer du monde. Ouais. Si tu as une star comme Kathleen, il y aura des gens qui auront envie de jouer avec elle, c'est clair, de rayonner autour. Et si tu montres que le projet peut fonctionner autour d'elle, ce qu'a fait New York avec Sabrina Ionescu, je veux dire, quand Brianna Stewart Ouais. vient, alors c'est New York, on est d'accord, mais elle vient aussi parce que elle voit bien que la joueuse est forte, enfin tu vois, donc ça c'est important aussi. Et cette semaine, hein, comme tu disais, hein, il y a Boston à 20 points, 11 rebonds, Nalissa Smith à 14 points, 7 rebonds, Kelsey Mitchell à 20 points, à 58% à 3 points. Enfin, on voit que ça marche, quoi. Donc la formule est trouvée. Après, on va voir, là, elles vont enchaîner un calendrier un petit peu plus hard, hein, vont jouer des équipes plus fortes. Donc ça va être intéressant. Encore une fois, même si elles perdent des matchs, ce qui est intéressant, c'est ce qu'elles produisent. Ce que tu produis. Voilà, Ouais. voilà. C'est pas grave de perdre des matchs pour le moment, en tout cas. C'est juste de montrer que ça fonctionne et que tu as trouvé ton identité. Et je pense qu'elles l'ont trouvé, hein, honnêtement. Ça nous permet de faire une transition rapide sur notre joueuse de la semaine, vu qu'on va rester Mm. dans le même Même crèmerie. dans, dans- dans la même crèmerie exactement.
Parce que après en avoir dit, enfin pas nous au final, mais après qu'il y a eu beaucoup de battages sur le terrain, hors terrain, des critiques un peu dans tous les sens. Mais bizarrement, une semaine où elle fait peut-être moins de stats que ce qu'elle n'a pu faire à certaines semaines, notre joueuse de la semaine, bah, c'est Caitlin Clark. Ouais. Tu peux pas savoir à quel point je suis content de la voir comme ça, évoluer comme ça. Ça fait 4 ans que je voudrais la voir jouer comme ça à Iowa, en fait. Et donc, je pense qu'elle a compris. Elle est sortie un petit peu du show de mettre 30 points, de prendre 35 tirs à 3 points par match, alors que ça fonctionne pas du tout. Et là, ça se traduit. Alors, elle est quand même, hein, parce que on parle de moins de production statistique, bah, elle est quand même en 16 points, 7 rebonds, 7 passes cette semaine, hein, quand Euh, même. Donc, c'est. ouais, moi j'ai les 3 derniers matchs. Je sais pas si j'ai pas mis les bonnes dates. J'ai les trois Non, mais c'est que derniers j'ai matchs. regardé les 4 victoires, moi, en fait. C'est pour ça. Ah ouais, J'ai ok. regardé sur Moi les j'ai 4 pris juste victoires. sur la Ouais, semaine. J'ai juste pris sur la vas-y, semaine. vas-y. Sur la semaine, elle est en 19 points. Ouais. Avec 8 rebonds, 7,3 passes. Je regarde si mes colonnes sont bonnes. Il y a quand même 6 paires de balles. Bon, voilà, Ouais. ça on se refait pas. Mais par contre, ce qui est hyper intéressant, c'est que sur les 3 derniers matchs sur la semaine, elle est en 54% au tir, Voilà. en 43% à 3 points et en quasi 91% au lancer. Donc elle est en 50, elle est dans le club 180 sur la semaine. Et surtout, même si on n'arrête pas de dire que c'est une grande shooteuse à 3 points, le shoot, la longueur de shoot et tout ça, Caitlyn à 43%, c'est pas du tout si courant que ça en fait. Non, non, non. Alors après, tu l'as dit, il y a les pertes de balles, mais encore une fois, j'insiste là-dessus, hein. Ça a marqué toute sa carrière de basketteuse. Ça sera jamais une fille qui perdra un ballon par match, ça n'arrivera pas en fait. Elle a des prises de des prises de risque sur ses passes. Elle a une vision du Bah, jeu c'est qui une est énorme. joueuse high risk, high rewards comme on Voilà, dit. voilà. Donc ça, c'est pas grave. Enfin, c'est pas grave. J'espère qu'elle progressera un peu quand même, qu'elle restera pas à 6 balles perdues toute sa carrière. Mais je veux dire, on est plus sur une fille qui va avoir un ratio assist-turnover de 1 que des ratios de 5 comme pouvait avoir Sue Bird, quoi. C'est clair qu'on n'est pas du tout sur le même style de joueuse. Mais par contre, ce qui est intéressant, comme tu dis, c'est les pourcentages. La répartition des tirs, moi j'en parle depuis longtemps. Là, elle prend la moitié de ses tirs à 3 points. Donc ça veut dire qu'il y a la moitié de ses tirs qui sont à 2 points. Quand je voyais Kathleen prendre 90% de ses tirs à 3 points, eh ben, ça marchait pas. Parce que du coup, il n'y a pas d'alternance. Le basket est un sport d'alternance. Il faut alterner le jeu. Et c'est comme ça en plus que tu obtiens des bons tirs. Parce que quand tu drives, quand tu vas chercher du jeu sans ballon, bah, tu crées des meilleurs tirs pour tes partenaires. Et comme on disait, c'est pas étonnant de voir Kelsey Mitchell shooter mieux. C'est pas étonnant de voir Nalissa Smith shooter mieux aussi. Euh, tout ça, ça joue. Et euh, le petit inconvénient, c'est que je trouve qu'elle joue encore beaucoup trop. Ça, c'est clair, hein. Moi, sur les 4 derniers matchs, tu vois, elle est à 36 minutes. Par contre, Ouais, pareil. comme le rythme est plus lent de jeu et qu'elle porte beaucoup moins le ballon, et Elle est bah, moins du coup, elle est fatiguée quand moins même. fatiguée. Et Ouais, c'est pas les mêmes minutes, hein. voilà, c'est ça, parce qu'il y a une question de minutes, mais une question surtout d'intensité. Est-ce que je vois beaucoup plus, là c'est juste visuel, hein, mais depuis sur les premiers matchs, je la voyais régulièrement mettre les mains sur les genoux, à se courber, et ça c'est vraiment un signe, vous pouvez vous le noter pour les matchs, hein, si vous jouez quelqu'un au basket et que vous voyez quelqu'un mettre les mains sur les genoux, c'est le capot qui fume, quoi. Et je la vois beaucoup moins faire ça dans les matchs. Euh, Pareil, Christy Size la sort quand même si elle sort pas longtemps, mais des fois elle sort une minute pour souffler et c'est intéressant. Donc, non, moi je la conseille. Je pense que c'est la meilleure version de Kathleen, ça en fait. Alors, elle progressera certainement un peu au scoring, mais si elle arrive à faire du 16-7-7, enfin, c'est quand même impressionnant en termes de stats, hein, de production, hein, et qu'elle partage la balle et qu'elle fait profiter ses coéquipières de l'orientation de la défense adverse sur elle, ça va devenir, honnêtement, le Fever va devenir une Injouable. équipe hors norme. C'est sûr, c'est sûr. Alors peut-être pas dès cette année, mais ça va être très fort, quoi. Bon, Ouais, j'ai fait un peu long, mais ouais, c'est clair. Non, non, ça, mais c'est super intéressant parce ça me que fait tellement pour parler plaisir de un peu l'avoir. justement. Ça me fait tellement plaisir de l'avoir joué comme ça. Ouais, non, non, c'est clair, c'est clair. Et de voir ça sur le terrain, quoi, c'est. Pour une fois, j'ai l'impression que
La première claque, tu vois, médiatique. Elle s'est pris plusieurs claques. Elle s'est pris la Ah bah, première c'est claque sûr. de son ciblage défensif, qui était voilà ce qu'il était, de le battage médiatique autour d'elle, même si je pense que la fille a bien la tête sur les épaules, faut quand même se le farcir. On l'a dit aussi, de se rendre compte, elle l'a dit dès le premier match de pré-saison, qui n'était que de la pré-saison, que la vitesse d'exécution n'avait rien à voir avec la NCA, ce qui est évident. Donc ça, il a fallu le temps qu'elle s'y habitue aussi. Encore une fois, sans avoir eu de vrai temps de pause, parce que je pense que 4 jours après, 5 jours après Ah oui. la finale NCA, c'était la draft. Et depuis la draft, elle a juste eu des sollicitations médiatiques dans tous les sens. Puis le training camp, puis. Donc là, j'ai l'impression que petit à petit, elle est en train de digérer tout ça. Et franchement, ça se voit tout de suite que ça marche beaucoup mieux. Je pense que petit à petit, il y a aussi le battage médiatique, il est toujours là, mais on sait comment ça va. Au bout d'un moment, même les journalistes les plus débiles peuvent finir par s'essouffler un petit peu. Donc on finit par se mettre un peu en vitesse de croisière et à réussir à faire un peu abstraction de tout ça et se concentrer sur le basket. Et franchement, ça fonctionne. Et je pense qu'on le sent d'ailleurs que toute l'équipe de façon globale est plus sereine. Ah, mais elle est mieux. Même elle aussi. Alors évidemment, les victoires ça aide, mais je pense qu'au-delà des victoires, il y a aussi rien que le ressenti de ce qu'on fait et de comment ça fonctionne, quoi. Elle lit mieux les situations sur le terrain aussi, hein, tu vois. Quand elle est doublée sur les pick and roll, elle lâche beaucoup plus vite les ballons. Et du coup, forcément, les prises à deux, bah, derrière, ça libère des joueuses, ça marque. Et du coup, la défense, au bout d'un moment, bah, tu sais, c'est ce qu'on avait évoqué dans un live quand on a fait les profils de ces joueuses-là. Au bout d'un moment, les défenses, elles sont obligées de faire des choix. Au début, ça marchait parce que voilà, elle avait du mal à lâcher les ballons, elle prenait des mauvais tirs, elle avait du mal à trouver la vitesse d'exécution, comme tu parlais, hein. Et à partir du moment où elle commence à lâcher les ballons, déjà elle se fatigue moins, et puis bah, ça marche. Donc forcément, les défenses, au bout d'un moment, elles vont devenir moins, voilà, moins obnubilées par elle, et du coup, ça va lui donner Ouais. des possibilités encore plus de faire des dégâts, quoi. Donc, De toute façon, quand tu remontes la balle, tu te prends une pression tout terrain hmm, dès ta ligne de remise de jeu. Là, fatalement, c'est pas pareil. Et quand elle reprend le ballon, en fait, si elle le reçoit dans la foulée, elle peut le lâcher avant qu'elle se fasse blitzer. Enfin, du coup, il y a plein de choses qui font que même son traitement défensif, il va être moindre. Et en fait, il est pas moindre que parce que les filles, soi-disant, ne la détestent plus, mais juste parce qu'au bout d'un moment, ce que tu produis dans le jeu ne permet pas aux défenses de faire ça aussi, quoi. C'est aussi une bonne mise en place de la part du Fever et de Christy Sides pour justement permettre d'elle moins la mettre en danger, quoi. et un dernier point, je pense aussi qu'elle a compris et qu'elle a vu que toutes les équipes n'avaient pas les capacités défensives aussi pour vraiment la gêner. Au début d'année, elle s'est mis un peu la tête dans le sac quand tout le monde l'a doublé, etc. Et là, elle s'est rendu compte, et notamment là, je l'ai vu contre le match contre Chicago, où Marina Mabrey a été envoyée sur Caitlin. Et là, tu vois tout de suite que ça y est, elle a compris qu'il y a des joueuses qui n'ont pas les capacités, Ouais. tu vois, défensives, et elle les exploite. Alors qu'au début d'année, elle avait du mal à lire ça. Je pense elle a tellement pris, tu sais, le bouillon au début que, Bah, tu elle vois, s'est pris deux trois équipes vachement méchantes en tout tout début se de saison, mélangeait, donc t'as quoi. l'impression que toute la Voilà. ligue est comme ça, quoi. Voilà. Et là, elle a remis entre guillemets, tu vois, enfin, c'est une expression, mais elle a remis un peu le cerveau droit en ligne de mire, et puis elle s'est dit, non, mais en fait, il y a des joueuses qui peuvent pas m'arrêter, qui peuvent pas faire ça. Alors, il y en a qui peuvent, mais il y en a qui peuvent pas, et du coup, là, contre Chicago, je vous invite à regarder les derniers matchs, mais elle a fait un chantier pas possible, en fait, parce que, bon, après, Chicago a pas forcément les armes, mais c'est vraiment positif, quoi. Bravo, quoi. Bravo à elle. Ouais, c'est clair. Bah, pour terminer, on va passer comme chaque semaine à nos coups de cœur, à nos coups de gueule. Je te propose, la dernière fois, je pense qu'on avait terminé de façon un peu négative. Je te propose qu'on commence par nos coups de gueule, comme ça après, je veux dire, le soleil est de retour, la météo est enfin avec nous, donc on va terminer de manière un peu positive. Est-ce que tu peux peut-être donner ton coup de gueule, Gis? Alors, moi, mon coup de gueule, en fait, il est sur, comment ça s'appelle? Il est sur les votes pour le All-Star Game. Donc, bon, je vais pas trop m'étendre sur le sujet, je le dis tous les ans, surtout sur les votes des fans, en fait. Donc, aujourd'hui, en WNBA, les votes sont majoritairement faits par les fans. À 50%, il y a 25% pour les joueuses, 25% pour les coachs qui Les vont, coachs. qui vont venir en fait un petit peu tempérer ça. Mais comme d'habitude, et c'est pas spécifique cette année, même si c'est sans doute un peu accentué par rapport à la couverture médiatique plus importante, mais là on a des choses complètement aberrantes.
Et bon, moi, je le milite depuis X années au niveau de la NBA. Je pense qu'il faudrait arrêter ou en tout cas diminuer grandement le vote des fans. Alors, je comprends l'intérêt qu'a la Ligue de mettre ça en avant, mais le All-Star Game, c'est pas la foire à la saucisse, quoi. On parle de choses qui sont importantes pour les joueuses, pour leur legacy, leur contrat aussi, hein. Il faut savoir que quand on est All-Star plusieurs fois, bah, Une prime, hein. ça rentre dans des primes. C'est pas des filles qui gagnent énormément non plus d'argent, hein. On en est revenu quand même plein de fois sur ce sujet-là. Et là, il y a des choses complètement aberrantes. Je vais noter quand même quelques points. Je rappelle que Kayla McBride, qui fait la meilleure saison de sa carrière, on a parlé de Minnesota au début, qui est deuxième ex-aequo de la Ligue, elle est 30e au vote. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a de grandes chances que Kayla McBride, même avec la compensation des coachs et des médias, des joueuses, pardon, ne soit pas au All-Star Game. Là, franchement, c'est juste aberrant. Alyssa Thomas, qui est quand même, on est d'accord, je pense, Flo, peut-être notre MVP depuis le début de la saison. Pas loin, en tout cas, dans la discussion. Ouais, en tout cas, elle est dans la discussion. Voilà. Moi, je suis peut-être plus sur Jonquel, Oui, mais mais oui, bon, oui, en tout voilà. cas, elle est de toute façon dans un top 3, c'est évident. Elle est 20e au vote, d'accord. Et encore une fois, je veux pas. Il y a des joueuses que j'adore, hein, tu vois, mais voir Angel Reese 7e, voir Caitlin Clark 2e, voir Alia Boston 3e au vote. Il y a, je sais plus, 4 ou 5 joueuses du Fever dans le top 10. Bon, faut être sérieux, quoi, au bout d'un moment, quoi. Les gens font franchement n'importe quoi. Donc, Ah, ah, vas-y, je t'en prie, je t'en prie. mais question, parce que les autres années, je t'avoue que comme le format change parfois d'une année à l'autre, je sais plus. Mais ce fameux 50-25-25, ça ne compte pas que pour les titulaires en année classique. Si, je Et t'as crois. pas les coachs, Si, et t'as les coachs qui complètent un peu comme en NBA, je crois. ce qui permet de rééquilibrer. Enfin, tu vois, en NBA, on a souvent le truc, et au final, quand les coachs ont réintégré les autres, souvent t'as quand même très peu de. Déjà, rien que le fait que les votes des joueurs, et d'ailleurs, le vote des joueurs et des joueuses n'est pas spécialement toujours plus sensé, je trouve, que le vote des fans, parce qu'il y a du copinage parfois d'une équipe à l'autre et tout ça, mais qui permet de rectifier. Ce qu'il y a, c'est que cette année-ci, comme il y a finalement que 12 joueuses à intégrer, t'as moins de marge pour rectifier Non, mais c'est ça. les erreurs des fans, et je suis même pas sûr du format cette année en fait. Ouais, moi non plus. Alors, après, cette année, il y en a plein qui vont être sauvés par Team USA, hein. Mais tu vois, Julie Lloyd est 21e. Enfin, je veux dire, de quoi on parle, quoi. Aujourd'hui, potentiellement, là, il n'y aurait pas. Donc, tu vois, si on prenait les votes des fans, hein, il n'y aurait pas Kayla McBride, il n'y aurait pas Jackie Young, il n'y aurait pas Brittany Griner, pas Julie Lloyd, pas Alyssa Thomas, pas Kalea Copper. Bon, au bout d'un moment, moi je veux bien, hein, je veux bien que il y ait des comptes qui mettent des joueuses en avant, il n'y a pas de problème, je suis super content. Mais Kate Martin 12e au vote, je veux dire, J'avais pas vu à un ça. moment, mais même une joueuse que j'adore, Cameron Brink, que j'adore, tu vois, 11e au vote. Non, mais Ouais, ouais, tu vois, ouais. autant que Kathleen et Angel Reese soient dans le top 10, déjà, ça me gêne pas parce que moi, je suis pas loin de penser que je mettrais les deux au All-Star Game. Donc, ça me gêne pas trop. Par contre, il y a des choses quand même complètement aberrantes. Et donc, je pense que la Ligue, quand même, aurait tout intérêt, et c'est vrai en NBA, à se pencher quand même sur ce cas-là. Alors, je dis pas qu'il faut supprimer le vote des fans. Je pense que c'est la pondération qui va pas. Et aujourd'hui, 50%, à mon avis, c'est beaucoup trop. Parce que, encore une fois, je répète, hein, euh, combien de matchs voient les gens qui votent et quelles équipes elles regardent? Parce que si tous les gens qui ont voté le Fever ne regardent que le Fever, bah forcément, je comprends qu'ils mettent que des joueuses du Fever, mais à un moment, ou alors, faut supprimer le All-Star Game, quoi. Moi, je suis sur cette optique-là. Soit il faut faire quelque chose de bien et juste et d'être au maximum objectif, même si l'objectivité c'est toujours voilà partiel quand même. Soit il faut supprimer la chose. Moi, mais quitte à faire quelque chose. Encore une fois, moi, c'est pas le match à la limite, ou alors il faut faire un match, tu vois, vraiment. On décerne des All-Stars et puis on fait un match vraiment qui concerne les gens qu'on a envie de voir, tu vois. Pourquoi pas? Enfin, Bah après, un format différent, la question tu est pas vois. tant le match, comme Le tu dis, match, que moi, je m'en réellement moque, en fait.
mais c'est le le statut. statut Voilà. et le CV, quoi. Et Après, on verra, on va. faut pas oublier la Ouais, vas-y, legacy vas-y, des termine. joueuses, quoi. Quand on regarde les classements all-time des joueuses, qu'on essaye de hiérarchiser un petit peu tout ça, c'est des sujets importants, le nombre de All-Star Games. Donc voilà, il faut être franchement. Mais c'est le cas de ce qu'on voit en NBA. Hein. Des fois, on voit des choses complètement aberrantes aussi. Hein. Mm. Donc bref, voilà, Après, c'était un peu mon on coup de va, gueule. on va, on va attendre de voir aussi avec la rectification des coachs, les votes des joueurs. Peut-être que ça va aussi équilibrer les choses. Et donc on va attendre. Mais c'est vrai que le vote des fans, bon, on le sait bien, c'est toujours très partisan et ça offre un prisme un peu beaucoup déformé sans doute de la réalité. Euh, Au niveau coup de gueule, moi c'est pas vraiment coup de gueule, mais c'est plutôt un coup de poignard au cœur. Ben, vous l'avez tous vu, la blessure de Cameron Brink. Au-delà de la blessure où ben, on sait sa saison est finie, elle était quand même partie pour faire un très beau début de saison, très beau début de carrière du coup. On sait normalement, elle devrait revenir. Enfin, je veux dire, les ligaments croisés, c'est quelque chose dont on revient vraiment bien à l'heure actuelle. Même en allant plus loin, quel sportif professionnel de haut niveau, voire même quel sportif amateur. Mm. Enfin, je pense que la proportion de gens qui se sont fait les croisés est quand même assez importante. C'est quand même quelque chose dont on revient bien. Donc, j'ai pas d'inquiétude pour la carrière de Cameron Brink en général. Par contre, là, elle venait d'être sélectionnée pour les JO. Elle venait d'être sélectionnée en 3-3. Beaucoup ont dit elle aura d'autres Jeux Olympiques. Alors c'est vrai, mais d'un autre côté, les Jeux Olympiques c'est tous les 4 ans. Donc c'est quand même pas tous les ans. C'est pas une opportunité qui est si courante que ça. Et de toute façon, il est très probable aussi que Cameron Brink, dans le futur, elle y aille juste dans l'équipe nationale classique en 5-5. Là, elle avait l'opportunité de déjà prendre une médaille en 3-3 dans une discipline auquel elle a beaucoup apporté, Mm. parce que si l'équipe des USA, enfin je rappelle qu'il faut avoir un certain ranking mondial pour pouvoir se qualifier au JO, donc si les USA ont pu y aller, c'est pas juste ici en envoyant une armada de stars, c'est aussi parce que entre autres Cameron Breen et Ellie Van Lith et Tierra Burdick ont fait partie des joueuses qui ont participé à donner les points de ranking, à participer à des tournois au cours de l'année. Donc c'est vraiment un projet qui lui tenait à cœur et qu'elle représentait bien. Je trouve que si à la fin c'est pour mettre des joueuses un peu random plus connues, ben, ça n'a pas de sens. Et de toute façon, les règles de la FIBA ne le Non. permettent pas. Donc, euh, donc voilà, là il y avait vraiment une opportunité qu'elle marque un peu qu'elle commence à écrire son histoire avec, ben, c'est pas du basket 5-5, c'est une autre forme de basket, mais qui justement auquel elle a déjà beaucoup donné et qui lui correspondait bien. Donc je trouve qu'en fait la carrière de Cameron Brink elle serait plus belle avec une médaille d'or en 3-3 parce que ça fait partie déjà de son histoire. Je sais pas si l'opportunité se représentera. Après, peut-être que dans 4 ans, si on l'envoie en 3-3, on se dira bah, c'est dommage, elle pourrait profiter à l'équipe de 5-5. On sait pas comment va évoluer la suite de sa carrière, c'est un peu tôt pour le dire. Mais en tout cas, il y a quelques jours, semaines, on a vu son émotion quand on lui a annoncé qu'elle était sélectionnée pour les JO, ce qui est un rêve pour tout athlète, même pour les Américains, c'est encore quelque chose qui a beaucoup de valeur à leurs yeux. Elle, en plus, c'est une jeune joueuse assez vraie, elle avait les larmes aux yeux quand ça lui a été annoncé, et je pense que là, de savoir que tu ne les fais pas, c'est vraiment un crève-cœur, et ça va être très difficile pour elle. Donc voilà, pas vraiment un coup de gueule, mais plutôt un petit coup de poignard au cœur. Alors on va passer peut-être de façon plus positive. Si tu veux, je vais faire vite mon coup de cœur, parce Ouais. que le tien est un peu hors WNBA, Mm. et puis moi c'est un peu un truc sur lequel on a déjà parlé, donc je vais le faire assez rapidement. Mais voilà, dans le rayon des blessures, moi mon coup de cœur c'est plutôt une blessure qui s'arrête, et c'est le retour de Chelsea Gray qui n'avait pas joué depuis quasi un an. Hein. Elle s'était blessée dans le Game 3 des finales l'année passée, et on voit que son retour fait énormément de bien à Vegas. Juste par le fait qu'elle vient prendre un petit peu de minutes et que ça redistribue les minutes de tout le monde, le fait qu'elle prenne la balle, qu'elle distribue le jeu, et ce qui permet de réorganiser aussi pas mal de gens. Les tâches défensives qu'elle prend, ça permet de moins cibler d'autres joueuses. Je pense que c'est pas un hasard si Kelsey Plum revient bien. Et Ja Wilson fonctionne toujours aussi bien, et Vegas s'est remis à gagner alors que ils étaient en position difficile, sans avoir une Chelsea Gray qui marque 20 points en plus. Donc juste par sa présence et par les responsabilités qu'elle retire des épaules d'autres joueuses, ça fait du bien. Et puis de toute façon, juste voir une joueuse revenir de blessure, c'est toujours positif, parce que nous, ce qu'on veut, c'est voir une saison WNBA avec absolument toutes les stars et toutes les meilleures joueuses sur le terrain, et qui bataillent, quoi. C'est tout. Ouais, bah, rien à rajouter là-dessus.
Et puis le dernier coup de cœur, on va passer au tien, on va quitter la WNBA, on va faire quelques milliers de kilomètres pour aller sur un autre endroit de la planète. Tu voulais nous parler d'une joueuse D'une jeune un joueuse. peu vieille, mais finalement pas tant que ça en fait. Ouais, alors je vous avoue, en fait, je vais être honnête, hier soir, je ne savais pas trop ce que je ferais en coup de cœur. Bon, des fois, c'est toujours un peu difficile de trouver sur une semaine. Il y a pas des tonnes non plus de choses qui peuvent se passer. Et puis ce matin, en fait, j'ai loupé le match cette nuit. Voilà, j'ai voulu dormir un peu et je me suis réveillé tôt et je suis tombé sur le championnat australien. Et du coup, et j'ai vu une ex-joueuse WNBA quand même, parce que on n'est quand même pas si loin de ça que de la WNBA. Donc j'ai vu Lauren Jackson jouer en championnat australien et faire un match absolument dantesque. Pour vous donner une idée, ce matin, elle a posé 50 points, 15 rebonds. La bagatelle à 43 ans, je rappelle quand même. Donc on l'avait quitté en 2022 après la Coupe du Monde sur un dernier match avec l'Australie où elle a fait gagner littéralement la médaille de bronze à l'Australie puisqu'elle avait planté, je sais plus, je crois c'est un 30 points 8 rebonds, je crois, en 21 minutes, je crois que c'était ça. Enfin bon, donc là quand même, hein, match de troisième place à la Coupe du Monde. 2023 a été compliqué pour elle, elle s'est fait opérer des deux tendons Elle d'Achille, s'est hein. reblessée Ouais, quoi. des deux tendons d'Achille Ouais. en fait. Il y en avait un qui était en rupture et l'autre qui était qui était bien abîmé. Donc elle n'a pas joué sur 2023. Elle avait annoncé d'ailleurs qu'elle ne rejouerait plus, qu'elle arrêtait sa carrière internationale aussi. Et en fait, je pense que l'envie est revenue. Elle s'est bien remise. Donc à 43 ans, elle a repris le championnat australien. Alors c'est la deuxième division du championnat australien. C'était l'équivalent de la LF2 par rapport à la LFB, mais quand même, hein, on est sur un championnat professionnel. Et donc, elle est, depuis le début de la saison, alors tenez-vous bien, en 35 points de moyenne, 16 rebonds, 2 passes, 1 contre ennemi, en 57, 40, 90 au lancer franc. Donc elle fait partie aussi du club des 180. Donc c'est juste complètement dément à 43 ans, je vous jure. J'ai regardé une grosse partie du match, j'ai pas regardé entièrement le match le matin, mais elle domine toujours autant. Alors après, on peut tempérer un peu euh, sur, euh, sur la comment sur l'opposition, mais bon, ça reste quand même d'une ligue professionnelle, hein. C'est comme si, pour faire un parallèle pour nos amis français, c'est comme si demain, elles ont le même âge, hein. C'est comme si Céline Dumerc revenait en LF2 et tournait à 50 points de moyenne et 15 passes, quoi. Donc c'est pour vous donner quand même un petit peu le truc. Donc c'est un gros coup de cœur. Moi, c'est une joueuse qui a bercé ma jeunesse. En plus, je l'ai vu évoluer, je l'ai vu arriver à 17 ans en équipe d'Australie, dominer sans partage pendant 10 ans presque la WNBA, hein. Elle est clairement dans la Ouais. candidate des meilleures joueuses de l'histoire. Elle a apporté en plus du basket moderne cette capacité de shooter de loin à 3 points, voilà, de savoir tout faire sur Elle, le elle a terrain. changé le jeu. Ouais, clairement, clairement, clairement. Elle a vraiment changé le jeu. Et malheureusement, une carrière qui a dû s'arrêter en 12, 2011 ouais, ou 12, 14, 12, 12, 12, ouais, vraiment, 12. ouais, où elle a commencé à Donc, avoir des pépins, ouais. elle a quasi arrêté de jouer pendant 10 ans. Elle a repris en 2021. À la base, juste parce que elle avait réglé ses problèmes de blessure et donc elle a voulu reprendre un peu le rythme en troisième division australienne. Puis finalement, elle a rejoué En en WNBA. en WNBL et puis elle a rejoint l'équipe nationale. Elle a, comme tu l'as dit, fait son très beau parcours en championnat du monde. Après, elle s'est reblessée, donc on s'est dit, oh purée, mais la tuile, quoi, alors qu'elle revenait bien. Et là, elle a quand même participé, je pense, au. Elle n'a pas participé aux dernières fenêtres de Non, non, qualification. non, je crois qu'elle n'y était pas. Mais par contre, je me pose vraiment la question si elle va pas aller au JO. Et on va voir, hein, on va voir ce que va faire Sandy Brandello. On va voir. Je pense que ça sera son souhait à elle. Si elle a envie d'y aller, je pense que personne en Australie lui dira qu'elle peut pas venir. On lui dira non. Voilà, c'est un peu comme Anne Waters sur les dernières années en Belgique. Et puis là, je pense que au-delà même des dernières années, je pense qu'elle peut encore contribuer. Alors forcément, sans doute pas au JO d'un tel volume, mais je vous rappelle, en 2022, match de la troisième place, elle plante 30 points. C'est juste. On parle souvent de Diana Taurasi, de la longévité de Sue Bird, mais Lauren Jackson, elle a 43 ans, elle est plus âgée. Alors, c'est un autre gabarit, hein, mais donc elle a une taille de domination, mais justement aussi parce que les grands
plus on vieillit, plus la mobilité devient compliquée. Et je vous jure, je l'ai vu ce matin, elle court comme si elle avait 20 ans, quoi. Je pense que elle a retrouvé, alors elle a manqué des années dans son fin de prime par blessure. Je pense qu'elle a vraiment envie de se faire plaisir. Et, et voilà, et c'est top. Et j'aimerais vraiment Ouais, bah bien la voir au JO, même si c'est dans le staff à la limite. Même si elle vient pas pour jouer, je me demande si elle sera quand même pas là autour de l'équipe. Et parce que franchement, c'est super quoi. Alors ça parle peut-être un ouais, peu bah elle moins s'offre. aux plus jeunes, mais pour nous les plus anciens, c'est vraiment un régal de la voir s'éclater et de la voir produire autant. Ouais, ouais, mais elle s'offre une seconde chance en fait. Mm. Elle le sait et donc je pense qu'elle prend Elle le profite maximum de quoi. plaisir dans ce qu'elle fait parce que elle a très certainement cru pendant des années que c'était derrière elle et qu'elle pourrait plus le faire Ouais, quoi. et puis sans tu vois, sans besoin de gagner, elle a tout gagné dans sa carrière, Lauren Jackson. Donc si tu veux, elle a plus besoin Ouais, 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 de non, c'est prouver, clair. c'est juste du plaisir quoi. Et au final, c'est du Ouais, plaisir aussi pour les spectateurs quoi. ouais, c'est clair. Bah écoute, merci Gis, Bah, merci à toi. merci à tous. On se rejoint de nouveau la semaine qui arrive, comme d'habitude, vous connaissez le programme. La SSFL demain, le live jeudi et dimanche on vous retrouvera de nouveau pour un Swish Brunch. En attendant, ben, n'hésitez pas à regarder les différents matchs, comme toujours, le League Pass, beIN Sport, Amazon Prime, manger de la WNBA. Il reste, je pense, encore 3 semaines avant la Mm. pause et après on passera au JO. Nous on continue la couverture de toute façon et on vous retrouve très bientôt. Bonne semaine à tous. Ciao.